Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir dans cette édition d'information dont voici les titres. Ces jours d'activisme contre les violences faites aux femmes à Vélingara, de nombreuses femmes, dont des mariés, sont victimes de violences économiques, mener des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins constitue un problème. Vous entendrez leur témoignage dans cette édition avec Maria Moba. Réception d'une infrastructure composée d'un forage d'une unité de production d'énergie pour un coût global de 120 millions de francs CFA, un ouf de soulagement pour les habitants de Ndjigui dans la commune de Medina Sabak, longtemps confronté à un manque d'eau potable. À Sédhiou, avec la légère baisse des températures, la vente de friperies représente un commerce incontournable dans cette région de la Moyenne Casamance, jouant un rôle central dans l'économie de cette zone. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour les titres et le développement, c'est tout de suite. Merci d'avoir choisi la première radio-télévision communautaire du Sénégal et nous démarrons cette édition par l'Union régionale des associations des personnes en situation de handicap de Kédougou par la voix de son président par intérim lors de la célébration de la Journée internationale du handicap a invité le gouvernement sénégalais à décentraliser davantage la carte d'égalité des chances afin de toucher à tous ces potentiels bénéficiaires. Il est au micro de Ibrahim Djahabate. Le président de l'Union régionale des associations des personnes en situation de handicap de Kédougou a invité le gouvernement du Sénégal à appliquer pleinement la loi d'orientation sociale. Il juge qu'il est crucial de garantir l'intégration des personnes vivant avec un handicap dans tous les aspects de la vie sociale et économique du Sénégal. La célébration de la Journée internationale des personnes handicapées à Kédougou. Occasion pour nous de partager ensemble des expériences, mais d'attirer l'attention de la société que le handicap n'est pas une fatalité. La célébration de la Journée mondiale des personnes handicapées, dont le thème est intitulé « Solutions transformatrices pour un développement inclusif », le rôle de l'initiative pour alimenter un monde accessible et équitable. La problématique à ce thème et quelles sont les solutions transformatrices pour un développement inclusif basé sur un monde accessible et équitable. La gouverneure de la région de Kédougou a magnifié le thème de cette journée. Elle précise que ce thème souligne le rôle crucial de l'innovation et de la technologie dans la création de solutions adaptées pour une société plus juste et accessible à tous. Nous sommes réunis ce matin à l'occasion de la cérémonie officielle marquant la 32e édition de la Journée internationale des personnes handicapées instituée par l'Assemblée générale des Nations unies à travers la résolution 47.3 de 1992. À l'instar des années précédentes, cette journée du 3 décembre est célébrée en partenariat avec la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées qui mène aux côtés des services du ministère de la Santé et de l'Action sociale un travail important dans le cadre de l'amélioration de la gestion du handicap. La cérémonie a eu lieu en présence du directeur régional de la Santé et de l'Action sociale de Kédougou et du président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. L'Organisation internationale du travail a organisé un atelier sous-régional axé sur le thème lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail et égalité de rémunération et de carrière entre les hommes et les femmes, une collaboration entre le projet basé à Dakar et le genre égalité, diversité et inclusion contre Randy Maïfaï. Dakar a abrité une rencontre tripartite sous-régionale portant sur la lutte contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail, ainsi que sur l'égalité de rémunération et de carrière entre les hommes et les femmes. Améliorer ou en tout cas réduire l'écart si ce n'est pas l'effacer. Une étude de l'OIT sur les salaires en Afrique montre que les femmes gagnent de plus en plus en expérience, en connaissance, en savoir-faire, etc. Et que malgré cela, les salaires des femmes restent
inférieur à ceux des hommes. Des réformes doivent s'effectuer pour corriger cette discrimination afin de permettre aux femmes d'accéder à une véritable autonomie économique. Parce qu'il y a aussi une question économique. Si les femmes continuent à gagner moins, ils ne vont jamais être capables de vraiment être autonomisées économiquement. Selon le ministre du Travail, l'inégalité salariale constitue un défi majeur qui doit mobiliser tous les acteurs, en particulier le gouvernement. Très sensible au devoir et à l'idée de la ratification de la Convention 190, même si, comme je l'ai précisé, chaque pays a sa culture, chaque pays a ses croyances, chaque pays a ses réalités. Il doit falloir qu'on en tienne compte. Et le Sénégal est un pays ouvert en matière de ratification de conventions. Si on devait être noté sur ça, nous serions premiers sur la planète. Cette rencontre internationale a permis de présenter, discuter et valider les résultats des recherches et synthèses sur les violences et le harcèlement au travail. Elle a été également une occasion de plaider en faveur de la ratification de la C190 et de sa mise en œuvre effective. Et nous restons toujours dans le cadre des femmes, notamment des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Il est à souligner que les violences économiques affectent de nombreuses femmes à Vélingara. La plupart d'entre elles, souvent mariées, sont contraintes de mener des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Selon des témoignages recueillis par notre reporter à Vélingara, ces femmes n'ont pas accès aux ressources financières. Reportage Mariamaba. Elles sont nombreuses à subir des violences économiques. Mariées, elles sont laissées parfois à elles-mêmes. Ainsi, elles sont obligées de se abattre pour subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs enfants. C'est le cas de cette dame, âgée aujourd'hui de 45 ans. Elle a opté de vendre des légumes au marché central de Vélingara. Mon commerce est vraiment important pour moi, oui, car c'est une activité qui m'a permis vraiment d'acheter des animaux domestiques, des meubles, mon lit, meubler mon salon. J'ai pu même construire une maison chez moi. J'ai vraiment tout acquis grâce à mon commerce. Pour cette dame, elle n'a pas le choix. Elle allie ménage et activité génératrice de revenus pour s'en sortir. Je prends les marchandises chez les propriétaires et après les avoir vendues, je retourne pour les payer. Tout ce que je règle à la maison, que ce soit les ordonnances ou les dépenses, je les fais grâce à ce commerce. Avant de venir au marché, chaque matin, je prépare d'abord la sauce et à ma descente à 13h, je prépare le riz. Quant à Madame Ndiaye, son petit commerce lui permet d'assurer la sécurité alimentaire de sa famille. Je peux gagner entre 5 000, 6 000 ou même 7 000, ça dépend. Ce n'est pas facile, mais on n'a pas le choix. C'est grâce à ce petit commerce que je gère ma fille. La violence économique constitue un véritable calvaire pour certaines femmes. Elles n'ont ni accès à des ressources financières. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles disent ne pas connaître les voies et moyens pour en avoir. C'est pourquoi elles préfèrent se débrouiller toutes seules. Une soixantaine de femmes issues des zones extractives du Sénégal, regroupées au sein de la Fédération des collectivités minières, ont participé à une conférence nationale des femmes des collectivités minières organisée à Toubab Dialaw. L'événement a porté sur le référentiel Sénégal 2050 et son lien avec le secteur extractif. La région de Fatick a été représentée par son observatoire territorial du secteur extractif. Le compte rendu signé Ndeye Amissar. Participation des femmes dans des efforts de sensibilisation pour la redevabilité dans le secteur extractif est jugée importante, mais encore insuffisante. C'est dans ce contexte qu'a été organisée cette rencontre. L'activité principale porte sur le contenu local. Qui parle de contenu local parle également d'autonomisation des femmes, parce que au niveau du code minier, à travers son article 115 qui prévoit le fonds d'appui au développement local, le même article prévoit qu'une partie de ce fonds doit être utilisée pour financer les projets d'autonomisation des femmes. Donc c'est la raison pour laquelle nous les avons invitées ici dans le cadre de la formation
sur le secteur extractif, notamment sur des thématiques concernant le cadre juridique et réglementaire. Concernant le projet Sangomar, le respect du contenu local est salué comme une réussite, notamment pour les communautés directement impactées. Par le biais du secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local, que le projet Sangomar a permis de garantir l'accès à l'emploi local aux entreprises locales. Pour les communautés impactées, la loi a également prévu une disposition là-dessus afin de leur garantir la priorité à l'emploi. Il a souligné que l'État a mis en place une stratégie intitulée Gaz to Power pour produire de l'électricité à partir du gaz naturel. Sauf que l'électricité produite à partir du gaz naturel ne porte pas forcément sur le gaz de Sangomar, car l'opportunité gazière de Sangomar est mesurée à peu près à 2,5 TCF. Le projet principal sur lequel l'État a fondé toute sa stratégie, c'est le projet Yakar-Teranga. Cependant, il est regrettable que dans les îles du Saloum, où vivent des communautés directement impactées par le projet, l'accès à l'électricité reste inexistant. Parlons tout à fait autre chose. Soulagement des populations de Ndjigimar, située dans la commune de Médina Sabak, longtemps confrontées à un manque d'eau potable. Les travaux d'infrastructure composés d'un forage, d'une unité de production d'énergie et d'une unité de stockage pour un coût global de 120 millions de francs CFA vient d'être réceptionné par le directeur général de l'Office des forages que je vous propose de suivre au micro d'Ousmane Dam. Ceci est une directive des nouvelles autorités, principalement de notre ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, qui nous a instruit au sortir des grandes concertations de la semaine dernière de Kaolack de booster les travaux, d'aller plus vite, les travaux parce que les populations rurales ont besoin de l'eau. C'est pourquoi nous nous sommes déplacés aujourd'hui. De voir aussi est-ce que toutes ces directives, ces nouvelles recommandations ont été prises en charge. Effectivement, il nous a indiqué à chaque fois qu'on construit un forage, il faut impérativement ces trois choses. La première, il faut une unité de solarisation. Le deuxième aspect, il faudrait que le système soit électrifié. Il faut que la source d'énergie soit hybride. Il faut accompagner avec un programme de branchements sociaux. Oui, c'est un investissement, c'est un système complet, donc ce qu'on appelle dans notre jargon SAP. Donc c'est un forage, c'est un château d'eau, c'est des extensions de réseau, c'est des communautés aussi par rapport à la personne qui va gérer ici. Donc il y a un logement gardien, la cabine de pompage. Tout ça, c'est environ 120 millions de francs CFA TTC en termes d'investissement. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a participé ce jeudi à la clôture du CRD spécial à Ziguinchor dédié à la révision des consultations régionales citoyennes sur la loi agro-sylvo-pastorale. Cette rencontre vise à intégrer les enjeux de durabilité, à garantir également une répartition équitable des ressources et à identifier les opportunités. Le ministre est au micro d'Aïssa Toubadji. Qui m'est offerte aujourd'hui ici à Ziguinchor pour présider le conseil, le CRD spécial portant sur les consultations régionales citoyennes portant sur la révision et l'actualisation de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale, communément appelée la LOASP, et de la préparation de la tenue prochaine de la première réunion du Conseil supérieur d'orientation agro-sylvo-pastorale. Monsieur le Président Nassir, comme j'ai dit, votre conseil n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et quand je n'ai parlé à son Excellence le Président de la République et au Premier ministre, si vous vous souvenez, ça faisait non seulement le premier conseil interministériel, on l'a tenu, mais la révision de cette loi faisait partie des toutes premières. Comme vous le savez, son Excellence le Président de la République et le Premier ministre comptent énormément sur les domaines agro-sylvo-pastoral et halieutiques pour assurer la souveraineté alimentaire. J'ai discuté avec mon collègue ministre de l'Industrie et du Commerce. Le Sénégal importe plus de 7500 milliards de francs CFA pour 2500 produits, dont 1070 milliards de francs CFA avec moins de 10 produits. Ce sont des denrées alimentaires. Nous ne pouvons pas continuer à importer 7500 milliards, 1070 milliards pour nous nourrir et espérer créer des...
Les 2 et 3 décembre s'est tenu un colloque international sur le massacre du camp de Thiaroye en 1944 sous le thème enjeux historiographiques, fiction et imaginaire politique. Cette rencontre visait à rétablir la vérité sur ce massacre tragique dont l'écriture a été falsifiée par les colonisateurs et mal racontée aux descendants des tirailleurs sénégalais. Pour plus de détails, suivons un des membres du comité d'organisation au micro de Insa Sagna. Ici, le cas de Thiaroye est exemplaire de la violence coloniale. Son traitement dans les documents d'archives est également exceptionnel. Ce fait doit être pris en compte dans un pays comme le Sénégal, qui, avec Belize, a été à l'origine d'une initiative majeure en faveur du patrimoine mondial en soutenant la Déclaration universelle des archives portée par l'UNESCO. Un texte fondateur qui reconnaît le droit inaliénable de chaque nation à préserver, valoriser et accéder à ces archives où qu'elles se trouvent. Aujourd'hui, le travail historique a pu établir le caractère falsifié de beaucoup de rapports traitant du massacre de Thiaroye, écrits par des officiers français dans les années 1940. Des informations cruciales sur la compréhension de ce drame restent de ce fait manquantes. Calcul du rappel de solde auquel avaient droit ces hommes, nombre et liste nominative des tirailleurs présents au camp de Thiaroye à partir de leur arrivée en fin novembre, nombre et liste nominative des tirailleurs tués le matin du 1er décembre et cartographie des fosses communes. Exiger le droit des communautés à disposer des documents d'archives les concernant où qu'elles se trouvent dans le monde pour l'équité mémorielle. Ces documents ne sont pas uniquement la matière première du travail historique. Ils concernent aussi et probablement avant tout les acteurs, les populations, les communautés qui souhaitent se saisir de leur passé. Or, dans le cadre de passé violent, il s'agit d'un moyen de réparer les traumatismes vécus. Élaborer un programme national et international de collecte et de sauvegarde d'archives concernant Thiaroye. Lors de la commémoration du massacre de Thiaroye, ici même au camp lieutenant Amadou Lindor Fall de Thiaroye, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, annonçait qu'un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera mis en place. Ce centre devra mettre en place des programmes de recherche ambitieux, notamment de collecte, de numérisation et de valorisation d'archives à Thiaroye, même au Sénégal et dans l'ensemble des pays africains concernés, en France et sans doute ailleurs. Nous restons toujours dans cette même dynamique après la commémoration du 80e anniversaire du massacre du camp Thiaroye 1944. Les habitants du Sénégal expriment leur fierté, mais aussi ils trouvent que les engagements pris par le président de la République ont une grande portée. Le reportage est signé en effet. L'insertion de l'histoire des tirailleurs sénégalais dans les programmes scolaires pourrait faire de ces martyrs des références pour les apprenants, de l'avis de ce professeur d'histoire. Pourquoi ne pas prendre l'histoire des Africains et le mettre dans les écoles et donner les enfants vraiment de dire que eux aussi ils ont le droit aussi de faire comme les ancêtres qu'ils ont fait, de croire à leur pays, de croire vraiment à leur nation et de faire de tout pour développer leur nation. Cet éducateur suggère que l'histoire soit retracée par des Sénégalais. Si nous voulons avoir des citoyens imprégnés de leur histoire, d'un vécu écrit par des citoyens sénégalais, je crois que c'est important que ces événements-là soient marqués et que nous puissions dorénavant parler à nos enfants de ce qui s'est réellement passé, mais raconté par ceux qui l'ont vécu. Mais pas une écriture qui vienne de l'extérieur, mais par ceux qui étaient là au Sénégal, qui l'ont vécu, qui ont écrit. Je pense qu'ils sont mieux à même d'écrire l'histoire. La construction d'un mémorial pour les tirailleurs est une chose qui aurait dû être faite depuis longtemps, souligne ce parent d'élève. Qui terminent de construire, ils n'ont qu'à mettre le nom de ces tirailleurs que la France avait fusillés je m'excuse même du terme. Quand on vient, on arrivera maintenant à les connaître et dire que c'est telle personne. 80 ans après le massacre de Thiaroye, le gouvernement du Sénégal vient de prendre l'engagement d'inclure l'histoire de ces braves hommes dans les programmes scolaires, de décréter le 1er décembre comme jour férié et d'ériger un mémorial en hommage aux tirailleurs. Une décision vivement applaudie par la population en général et les enseignants en particulier. Parce que je crois qu'un peuple qui ne fait pas mémoire est un peuple qui périt.
Dans le cadre du projet PAME qui consiste à améliorer les apprentissages en mathématiques à l'élémentaire, des forats sont organisés sur l'ensemble des communes du district de Lief-Mbour-2. L'objectif est de mettre en place des comités de suivi des engagements pris par l'ensemble des acteurs. L'inspecteur Khan de Lief-Mbour-2 est au micro de Pape Kairé. À travers les résultats qu'on a partagés, les performances des enfants en mathématiques au niveau du post-test, on a vu que c'était des performances très satisfaisantes. Donc cela veut dire qu'il y a un impact du projet dans l'amélioration de l'enseignement des mathématiques au niveau des résultats scolaires. Ce qui veut dire que ces engagements ont aidé quelque part, parce que si n'eût été les engagements, on aurait des difficultés pour le tirage des épreuves, le tirage des évaluations, les carnets, les cours de soutien et tout ça. Nous avons pensé que vraiment tout cela a contribué donc à l'amélioration des performances en mathématiques. Pour les autres acteurs, il ne s'agit pas de donner des rames de papier, des imprimantes, mais d'aider à la sensibilisation. Parce que si on réussit le combat de la sensibilisation, de la conscientisation, pour amener les parents à savoir l'enjeu de l'enseignement des mathématiques, l'enjeu du projet, l'importance du projet PAM2, vraiment ça va aider à booster davantage les résultats. Ça vraiment c'est notre conviction. Et comme annoncé au titre, dans le sud du Sénégal, à Sédhiou, l'arrivée de l'air frais marque le début d'une période particulière pour les habitants. Avec la légère baisse des températures, un secteur clé de l'économie locale se prépare à répondre à une demande croissante. Il s'agit de la vente de friperies. Les vêtements d'occasion souvent importés représentent un commerce incontournable dans cette région de la Moindre Casamance, jouant également un rôle central dans l'économie de Sédhiou. Omar Cissé. Avec la baisse des températures à Sédhiou, la demande en vêtements chauds connaît une nette augmentation. Manteaux, pulls et couvertures sont désormais des produits très recherchés et les commerçants des friperies se préparent à répondre à cette nouvelle demande. La fraîcheur a débuté et nous sommes bien préparés pour satisfaire notre clientèle. Nous avons des jaquettes, des pulls et tous les accessoires pour enfants et adultes qui permettent de se protéger contre la fraîcheur. Aujourd'hui, ces vendeurs espèrent que le mercure continue de chuter pour pouvoir écouler plus facilement leur stock. Si la fraîcheur s'est augmentée un peu, nous on va vers les business un peu. Le business sera très bien pour nous. Les friperies jouent un rôle essentiel dans l'économie locale, offrant à la population l'opportunité d'acheter des vêtements à des prix accessibles. Il faut nous protéger suñu doom balaa ñuy dem école. Bëgg jaay dafa baax moo sakkan njaboot yi. Cependant, comme tout secteur informel, la friperie n'est pas sans défi. Les coûts de transport élevés compliquent la situation des vendeurs. De Colobane à la gare routière, nous payons de 6 000 à 7 000 et de là-bas pour acheminer nos produits à Sédhiou, nous payons 2 500 francs pour le transport. C'est là où le bas blesse. Quand vous avez beaucoup de bagages et des bagages lourds, on paye presque sac de Bignona à Carrefour, tu peux payer entre 12 000 et 10 000. Si les défis sont nombreux, la demande de vêtements abordables et de qualité demeure très forte, faisant des friperies un acteur incontournable de l'économie locale à Sédhiou. Omar Cissé, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et l'information continue sur www.iracsenegal.sn. Excellente soirée.